mostra tudo que cê sabe que o Livinho vai te olhar. Pode sentar, pode sentar. Nous sommes fiers de vous présenter nos partenaires officiels et nos solutions technologiques de référence. Chers internautes, passionnés de technologie, entrepreneurs et bâtisseurs du futur. 2 applications 100% conçues et développées par Cedrosage Ltd sont désormais à votre service. Cedrosage Ltd, votre accélérateur de digitalisation. Optimisez votre activité, structurez votre présence en ligne et passez à la vitesse supérieure. Que vous soyez entrepreneur, PME ou porteur d'un projet innovant, cette application vous permet d'accéder à des formations exclusives, des outils numériques stratégiques et un accompagnement pour booster votre chiffre d'affaires tout en vous ouvrant aux marchés internationaux. Cedrosage Bitcoin, la plateforme éducative ultime pour comprendre, maîtriser et intégrer le Bitcoin dans vos activités économiques. Pensez pour les novices comme pour les curieux avancés, elle vous guide pas à pas dans le monde des crypto-monnaies, tout en vous outillant pour gagner en autonomie financière à l'ère du numérique. Et ce n'est pas tout. Nous sommes fiers d'annoncer notre partenariat stratégique avec 2 leaders mondiaux de l'écosystème crypto, Now Payments et Change NOW. Pourquoi ce partenariat est-il crucial pour vous? Now Payments vous permet d'accepter facilement les paiements en crypto-monnaie, Bitcoin, Ethereum et bien d'autres sur vos sites ou boutiques avec une intégration fluide, rapide et sécurisée. Plus besoin d'être développeur ou expert, la solution est pensée pour tous. Change NOW, c'est l'outil parfait pour échanger vos crypto-monnaies en quelques secondes, sans inscription ni limite. Transparent, rapide, fiable, il vous permet de gérer vos actifs numériques avec flexibilité et sécurité. Ensemble, Cedrosage Ltd, Now Payments et Change NOW vous offrent une porte d'entrée complète vers l'innovation, l'éducation et l'indépendance financière. Les liens pour télécharger nos applications sont disponibles en bio et en description de cette publication. N'attendez plus pour transformer votre avenir. Scannez, téléchargez, apprenez et passez à l'action. Merci à nos partenaires pour leur confiance continue. Bienvenue, bonjour. Aujourd'hui, on se penche sur le nucléaire civil. Il fait un retour assez remarqué dans les débats sur l'énergie. Ah oui, tout à fait. Alors la question c'est, est-ce que c'est une solution pour le climat avant tout, ou peut-être aussi un puissant outil géopolitique? C'est un peu cette double facette qu'on va explorer. Exactement. On va regarder la situation mondiale et puis zoomer sur la stratégie très particulière de la Russie. Ok, et pour ça, on s'appuie sur quoi comme source? Principalement les données récentes de l'IAA, l'Agence internationale de l'énergie atomique, et puis de la World Nuclear Association. L'objectif, c'est vraiment de voir les grandes tendances, les acteurs clés. Oui, de décrypter un peu comment la Russie joue sa carte nucléaire à l'international, avec Rosatom, c'est ça? C'est tout à fait ça, comprendre leur approche. Alors, commençons par une vue d'ensemble. Le nucléaire, fin 2023, c'était quoi? Environ 10% de l'électricité mondiale. Oui, c'est ça, autour de 10%. Mais ce qui est important, c'est que ça représente un quart de toute l'électricité bas carbone produite. C'est pas négligeable. Non, effectivement. Et en termes de réacteurs? Alors, on avait 413 réacteurs en service, dans 31 pays, pour une capacité totale de 371,5 gigawatts électriques. Et ça continue de construire, j'imagine. Oui, ça bouge. Il y a près de 60 réacteurs en construction actuellement dans 17 pays, ce qui représente environ 61 gigawatts de plus. D'accord. Et j'imagine que ça ne se construit pas partout au même rythme. Ah non, pas du tout. C'est là où c'est frappant. On a un contraste énorme. L'Asie est en plein boom. Chine, Inde, près de 80% des nouvelles capacités nucléaires connectées au réseau depuis 2013, elles sont là-bas. 80%. Ah oui, la Chine, rien qu'en 2023, elle a démarré 5 nouveaux réacteurs. Pendant ce temps, l'Europe avance beaucoup plus lentement et l'Amérique du Nord, on peut dire qu'elle stagne un peu. Malgré cette stagnation, les États-Unis restent quand même les plus gros producteurs, non? Oui, en volume absolu, les États-Unis sont toujours premiers, suivis par la Chine, puis la France. Mais c'est vrai que certains pays en dépendent massivement. La France, bien sûr, on pense tout de suite à ça, autour de 70%. Exactement. Mais il y a aussi l'Ukraine, la Slovaquie, la Hongrie. Eux, ils sont autour de 50%. C'est énorme. Et on note aussi le Japon, qui redémarre certains réacteurs, mais très prudemment. D'accord. Et au milieu de tout ça, la Russie, quelle est sa place? Alors, la Russie, elle a une position et une stratégie assez unique. Chez elle, elle a environ 36 réacteurs, qui fournissent, disons, 20 à 25% de son électricité. Principalement des VVR, c'est leur technologie phare.
Oui, les VVR à eau pressurisée et quelques RBMK plus anciens. Leur objectif affiché, c'est 25% d'électricité nucléaire d'ici 2050. Ils développent aussi des réacteurs plus avancés de 4e génération. Et l'acteur clé derrière tout ça, c'est Rosatom. Ah oui, Rosatom, c'est le bras armé. C'est une entreprise d'État créée en 2007 qui a une particularité. Elle est intégrée verticalement, c'est-à-dire qu'elle contrôle tout. De la mine d'uranium. Et jusqu'au démantèlement, en passant par l'enrichissement, une étape cruciale, la construction des centrales et leur exploitation via Rosenergo Atom. Et c'est cette intégration totale qui leur donne un avantage énorme à l'export, j'imagine. Tout à fait. Rosatom domine le marché mondial des nouvelles constructions à l'exportation. On parle d'environ 70% des projets. C'est colossal. Waouh! Ils sont aussi très forts sur l'enrichissement d'uranium, avec près de la moitié du marché mondial. Leur force, c'est de proposer des offres clés en main. C'est-à-dire ils proposent non seulement la construction, mais aussi le financement, souvent avec des prêts d'État russes très avantageux. Parfois même, ils construisent, possèdent et exploitent la centrale. C'est le modèle BOO, Build, Own, Operate. Ah oui, le BOO. On a des exemples concrets de ça? Bien sûr, la centrale d'Akkuyu en Turquie a 4 réacteurs VVR, c'est un projet bio, ou au Bangladesh, la centrale de Roupur, 2 réacteurs financés à 90% par un prêt russe. On voit bien là ce qu'on appelle parfois la diplomatie nucléaire, non? Ça crée des liens très forts, sur des décennies. Exactement, c'est plus que de la vente d'électricité, ça crée une dépendance technologique, financière, politique parfois. Regardez l'accord récent avec le Mali, ça va au-delà des centrales. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'il y a dedans? Ça parle d'aide pour les infrastructures, la sûreté, la formation, mais aussi le développement d'applications médicales ou industrielles des technologies nucléaires. Pour Moscou, c'est clairement un outil d'influence géopolitique. Ça renforce leur présence et ça offre une solution énergétique, c'est ça? Voilà. Et il faut dire que le nucléaire a des atouts objectifs. L'autonomie énergétique par rapport aux fossiles, c'est majeur. La Biélorussie, par exemple, réduit sa dépendance au gaz russe grâce à sa centrale construite par Rosatom. Et bien sûr, l'argument climatique, c'est une électricité bas carbone. La COP28 a même appelé à tripler la capacité d'ici 2050. Oui, l'argument climatique est central aujourd'hui. Mais, il y a un mais. Les obstacles sont quand même énormes. Lesquels, par exemple? D'abord, les coûts initiaux. C'est gigantesque. Ensuite, les délais de construction qui dérapent souvent. On l'a bien vu avec les EPR en Finlande ou à Flamanville. Oui, les retards et surcoûts. Voilà. Et puis il y a la question de la sûreté, l'acceptation par le public, qui reste sensible, marquée par les accidents passés, sans parler du vrai casse-tête des déchets radioactifs à très longue durée de vie. Le stockage géologique profond, ça reste controversé. Et le risque de prolifération aussi, j'imagine. Ça reste une préoccupation, oui. Donc, beaucoup de défis. Si on compare rapidement avec d'autres grands acteurs. La Chine, par exemple. La Chine, c'est l'essor fulgurant. 56 réacteurs opérationnels, 27 en construction. Ils visent 150 gigawatts en 2035, ils développent leur propre modèle, comme le Hualong One, et ils commencent sérieusement à viser l'export. Et la France? La France, c'est la forte dépendance. Un parc qui vieillit, le lancement du programme EPR2, mais avec les défis de coûts et de délais qu'on connaît pour Flamanville-Froid. Les États-Unis aussi, qui ont le plus grand parc, non? Oui, 94 réacteurs, mais vieillissants aussi. Eux, ils misent beaucoup sur la prolongation de la durée de vie, jusqu'à 80 ans, et sur les petits réacteurs modulaires, les SMR. Ces petites unités standardisées dont on parle beaucoup. C'est ça. Mais ils ont clairement perdu leur leadership à l'export, face à la Russie et maintenant la Chine, qui sont plus compétitifs sur les offres intégrées. Et il y a la Corée du Sud aussi qui est performante. Oui, la Corée du Sud a une bonne réputation avec son réacteur APR 1400. Ils ont réussi à exporter aux Émirats arabes unis et ils ont de fortes ambitions à l'international. Donc si on résume cette comparaison, Le point clé, je pense, c'est vraiment un basculement du leadership pour les nouveaux projets à l'international. Historiquement, c'était les Américains, les Français. Aujourd'hui, ce sont plutôt la Russie et la Chine qui remportent les contrats grâce à ces offres très complètes et souvent financées. donc pour conclure, le nucléaire est vraiment à un tournant. D'un côté, il semble essentiel pour certains objectifs, le climat, la stabilité énergétique. Oui, indispensable pour certains pays ou stratégies, mais de l'autre, il fait face à d'énormes défis. Coûts, délais, déchets, acceptabilité. Exactement. C'est toute la complexité. Et dans ce jeu complexe, la Russie, avec Rosatom, utilise le nucléaire très habilement comme un levier d'influence, à la fois pour sa politique intérieure et sur la scène mondiale.
Tout à fait. Ce qui nous amène peut-être à la question finale, la question ouverte. Face à l'urgence climatique, aux besoins de sécurité énergétique, mais aussi face à toutes ces contraintes économiques, sociétales, quelle place le nucléaire va-t-il réellement occuper demain? Aux côtés des renouvelables, notamment. Oui. Est-ce que les innovations comme les SMR ou les réacteurs de 4e génération vont vraiment réussir à changer la donne? Ou est-ce que les freins actuels sont tellement forts qu'ils vont inévitablement limiter son expansion à grande échelle? C'est une excellente question pour terminer. Ça laisse matière à réfléchir. Merci beaucoup pour cet éclairage. Merci à vous.